Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cet entretien de dimanche, c'est politique. Comme annoncé depuis le début de cette émission, nous recevons dans le fauteuil de l'entretien ce dimanche Apollinaire Avoyon, président du parti Nouvelle Force Nationale. Il est fonctionnaire d'État, économiste par ailleurs. Avec lui, nous allons faire le tour de l'actualité nationale et si nous avons le temps, faire une petite incursion dans l'actualité internationale également. Apollinaire Avoyon, bonjour. Bonjour cher ami, vous allez bien? Ça va très bien. Moi je vais super bien aussi. Voilà. Nous allons débuter cet entretien avec peut-être une grande date de notre histoire, le 26 octobre 1972. Ça fait à peu près, on va dire, 51 ans que ce qu'on peut qualifier de grand tournant de notre histoire politique est survenu. Pour vous, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Non, 26 octobre, non, moi je me rappelle encore quand, pour ceux qui ont fait l'école nouvelle, c'était une date d'anniversaire, où même tous les élèves devaient être s'aligner pour saluer. On nous apprenait le patriotisme aujourd'hui qui a déserté les lieux. Je regrette quand même aujourd'hui qu'on fait tout aujourd'hui pour montrer que l'histoire de ce pays a commencé peut-être récemment. Les endroits, les figures, les lieux historiques qui devaient peut-être dans le temps être conservés pour pouvoir enseigner de façon, amener même les enfants en excursion à ces gens de lieux aujourd'hui n'existent plus aujourd'hui. On ne fait rien pour les conserver, les entretenir et c'est bien dommage. 26 octobre 72, et il y a des noms quand même qui restent à l'esprit. À Zéro, je pense en été, je le souhaite de paisible repos. Le général Mathieu Kérékou, quand même un certain nombre de choses. Je pense quand vous lisez aujourd'hui le discours programme qui est sorti à la suite de tout ça, vous avez l'impression que c'est encore un discours d'actualité, que les problèmes de Bénin ne sont pas inventés aujourd'hui et que c'est les mêmes problèmes auxquels nous sommes confrontés. La question qu'il faut se poser, est-ce que nous avons pu faire le bon choix? Est-ce que nous avons eu des patriotes à la tête de ce pays? Est-ce que nous avons réellement pensé au développement en réalité de la nation ou le développement des individus? J'ai écouté Donna Vedevigan la dernière fois qui postait un truc sur sa page pour dire en 2026 qui voudrait quand même qu'on mette le développement du Bénin, c'est pour rire, qu'on mette le développement du Bénin de côté et qu'on puisse commencer par parler du développement des Béninois. Toute action de développement que vous pensez qui n'est pas centrée sur l'humain fait disparaître en réalité la nation. Je pense que nous devons peut-être repenser en réalité un tournant décisif qui sera 2026 pour pouvoir corriger ce que nous n'avons pas pu faire pour sauvegarder notre histoire, pour sauvegarder les ambitions de ce pays que les gens ont depuis du discours du programme pour perpétrer ce qui a mené cette révolution, malheureusement qui est d'aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas de ma génération peut-être ne connaissent plus ce qu'on appelle 26 octobre aujourd'hui. C'est dommage. C'est regrettable. Voilà, vous parliez à justice du discours programme, non pas pour revenir sur l'ensemble de ce discours, mais en 2023, qu'est-ce qu'il est pertinent de remettre au goût du jour? Non, je pense, quand vous voyez dans le discours programme, on parlait en réalité d'un certain nombre d'entreprises, de la production ici. Vous savez, c'est récemment que le président Talon peut-être a réussi à installer la zone économique spécialisée à Glotipé. Je pense qu'il y avait 4 qu'on devait faire. J'espère que les autres pourront être mis en place. Et encore, les espoirs qui étaient mis sur ça ne sont pas encore à la hauteur de nos attentes. Donc, je pense, si on devait reprendre aujourd'hui certaines choses, il faut penser beaucoup plus la production locale, la production intérieure. Et c'est pour ça que je voudrais quand même féliciter ceux qui prennent en réalité le consommation local pour ce mois. Et je me suis fait le devoir de m'habiller même à un certain nombre de pourcentage. Pas pour vous dire que vous n'êtes pas habillé comme nous aussi. Donc c'est pour le dire qu'en réalité qu'il faut que nous puissions penser au nationalisme. C'est pas que nous voulons chasser les privés, les secteurs privés. Non, il faut qu'on réussisse à trouver le modèle où ces deux modèles puissent cohabiter, que nous puissions développer des entreprises locales, que ce soit plus, regardez les grands groupes, les entreprises qu'on peut appeler des entreprises réellement de taille, je ne parle pas des micro-entreprises, qui sont ceux qui ont ces entreprises aujourd'hui. Et nous travaillons pour ces gens qui sont de l'extérieur. Et je pense en réalité qu'il faut favoriser l'investissement privé local. Et malheureusement, le Nigeria nous donne des leçons ici et que nous ne faisons pas. Le Nigeria, il doit y avoir une étroite relation entre le secteur privé local et l'État.
Regardez le président Tinubu, quand il a été élu, il n'avait même pas encore prêté serment. Il allait voir Dangote. Nous pouvons penser en réalité qu'il faut continuer à travailler pour que nous puissions avoir des entreprises locales dont les Béninois soient des détenteurs. Et c'est très important pour nous. Sinon, vous travaillez nos entreprises. Regardez, allez voir dans les entreprises, les Chinois ou bien les Européens qui font ici. Regardez comment ils traitent nos frères qui sont les employés. Les Libanais, comment ils traitent nos frères. Je pense en réalité qu'il faut travailler à ça. Quand vous lisez le discours programme, vous aurez l'impression qu'en réalité c'est maintenant qu'on est en train de penser ce qu'il faut faire pour ce pays. On a pensé par regarder le développement de la route des pêches, le produit route des pêches qui n'existe plus aujourd'hui. Je ne parle pas de la route, mais le projet de développement de la route des pêches, si on avait développé ça, je pense aujourd'hui l'aéroport de Glodjigbe aurait son sens d'exister. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de mettre en place l'aéroport de Glodjigbe. Heureusement que le gouvernement n'en parle plus. Donc je pense en réalité qu'on a raté le coaching et je pense également que nous devons travailler à des politiciens vertueux et patriotes qui puissent compenser ce vide que nos aînés n'ont pas pu tenir à la hauteur des attentes du peuple. Oui, en parlant de ces politiciens, en parlant des élites, est-ce que vous pensez, comme beaucoup d'autres, que toute la substance utile de la période révolutionnaire ait été vidée sans autre forme de procès pendant la conférence nationale pour écrire une page blanche autour duquel aujourd'hui on se retrouve à quelque peu tourner en rond. Est-ce qu'il n'y a pas une faute ontologique de ces élites-là qui ont tout mis de côté, tout balayé de côté, en pensant réinventer la roue en 90? Non, en 91, quand on a voulu parler de la démocratie, on a fait deux options par rapport au multipartisme, et ce n'est que ça qu'on parle depuis un certain temps. Mais la libéralisation en réalité de l'économie, ou ce qui nous a permis à vendre toutes nos entreprises, malheureusement, où on continue de vendre les entreprises, et c'est bien dommage. Je pense que le fait d'avoir libéré un certain nombre d'entreprises, et on continue de le faire, rend la vie difficile aux Béninois. Imaginez un instant, j'ai écouté par exemple, je ne sais pas si c'est en Guinée ou bien quel pays, où une entreprise coupe l'électricité à l'État. Et le ministre de l'économie et des finances dit que, et donc ils sont dans le noir, et le ministre de l'économie et des finances dit que dans 15 jours ils vont régler. Vous voyez, c'est des études de souveraineté nationale. Vous voyez, les chemins de fer, l'électricité, les télécoms, tout ce qui est basé sur votre économie, vous voyez, la production agricole, la transformation de la production agricole. On avait les Sonapra, tout ça aujourd'hui, c'est où aujourd'hui? Tout ce qui se fait par la Sonapra aujourd'hui, je ne sais pas, c'est Sodeco, je ne sais pas qui le fait aujourd'hui. Mais c'est dit, quand des appareils de l'État sont détenus par des privés, et si c'est des privés étrangers encore, c'est pire, puis que ce soit arrêté des nationaux vraiment patriotes. Alors encore, c'est encore un problème. Tout ne suffit pas que les entreprises soient détenues par des Béninois, mais que ce soit des Béninois patriotes. Sinon, écoutez, ça ne sert à rien. Il y a des gens, je ne vais pas citer des noms aujourd'hui, on a dit qu'ils ont de l'argent, mais qu'ils ont investi beaucoup plus à l'étranger qu'ils n'ont rien investi au Bénin. Et c'est à cause de la politique. C'est un manque de patriotisme. On veut détruire le secteur privé parce qu'on sait qu'ils ont de pouvoir financier pour nous empêcher de gouverner de la manière que nous voulons. Non, la gouvernance de l'État ne doit pas être une volonté d'un individu, mais d'un groupuscule de personnes. Mais dans le même temps, on dit que le climat des affaires s'est grandement amélioré. Non, mais la question est, dites-nous alors, quel est le volume arrêté des IDE qui sont venus au Bénin? C'est-à-dire, l'investissement direct étranger qui est venu au Bénin de telle période. C'est vrai, quand vous lisez, moi j'ai eu la chance de lire en réalité les tests qui régissent l'environnement privé au Bénin. Le Bénin a les meilleurs tests, le Bénin a les meilleures lois en matière de protection de certaines choses du secteur privé. Mais pourquoi le privé ne vient pas, les investisseurs privés ne viennent pas? Combien d'investisseurs... Attendez, on a dit que nous avons voté la loi sur les PPP, où quand vous rentrez dans des entreprises quand vous rentrez dans des zones comme les S, les zones économiques spécialisées, c'est-à-dire c'est zéro taxe à vie. Il n'en a nulle part au monde, nulle part. Le Bénin est le seul à le faire. Mais dites-moi, pour combien d'entreprises rentrent dans cette zone-là? Quand des privés nationaux subissent des affres de la politique, mais qu'adviendrait en réalité des étrangers? Donc c'est pour ça que je dis que nous devons pouvoir protéger les investisseurs privés nationaux. Je vous raconte une anecdote. 2014, vous savez qu'en 2015, le Bénin a organisé la table ronde de Paris, on en a communiqué autour de ça. Et
je paie à son âme, le ministre de Souza avait réuni le secteur privé pour les locaux, enfin les investisseurs privés locaux, pour leur présenter le projet pour lequel ils allaient à Paris, pour savoir quels sont les projets où les États, les Béninois pouvaient prendre en charge avant d'aller à l'étranger. Mais j'étais stupéfait pour constater que le patronat disait, c'est pour ça que vous allez à Paris. Créez-nous les conditions, nous allons financer tous ces projets. Ça veut dire que les Béninois ont les moyens de financer les projets de l'État, qui a une relation très étroite pour que les Béninois puissent investir dans leur pays, également avec leur propre argent. Ça, on va créer de l'emploi, il y aura des retours d'investissement qui seront à l'étranger, ça va améliorer beaucoup de choses. Mais on est allé à Paris. Au lendemain de ça, le président Sébastien Adjavon avait dit que créez-moi telle condition, moi je prends le secteur de l'énergie en charge aujourd'hui. Aujourd'hui, nous traînons encore les difficultés dans le secteur de l'énergie. Mais c'est ce que la politique fait aujourd'hui. C'est ce que la politique fait. Donc, je pense en réalité qu'il faudrait que nous créions nous puissions travailler à de nouveaux types d'acteurs politiques patriotes, qui aiment leur pays et non leurs propres intérêts personnels égoïstes et qui sont d'ailleurs très éphémères. Donc, je pense qu'en réalité que nous avons libéré le secteur de l'économie et les politiciens, l'élite béninoise en profitent malheureusement. Parce on n'a pas travaillé au patriotisme. Nous avons libéré en réalité le multipartisme aujourd'hui qui est remis en cause à travers la réforme du système partisan. Oui, on nous dit travaillons et on va y travailler pour quand même pas faire ça. Donc, remise en cause, il n'est pas... En quoi c'est remise en cause? Il n'est pas interdit de créer un parti politique. D'ailleurs, je pense que la semaine passée, il y a un nouveau parti politique sur l'échiquier. Je pense, si je ne me trompe pas, les bâtisseurs. En attendant de voir ce à quoi ça ressemble. Mais bon, non, la réforme n'interdit pas. Si nous sommes partis de 200 quelque chose partis politiques aujourd'hui à 11,5, je peux me dire qu'en réalité qu'il y a quelque chose que nous avons remis en cause pour repenser le fait de vouloir qu'il y ait une pluralité, mais une pluralité plus ou moins contrôlée avec des contraintes qui amènent les partis à avoir des assises dans toutes les communes. C'est déjà une restriction. Et aujourd'hui, la réforme du système partisan, non, vous êtes citoyen, vous pensez aujourd'hui qu'elle est toute parfaite aujourd'hui qu'il faut... Non, mais bien évidemment, même les acteurs en parlent. D'accord, donc pour dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger ça. Vous savez, on a l'impression que les règles que nous établissons depuis un certain temps sont établies pour un groupe. Et quand ça, à un moment donné, quand on continue, on constate que ça n'avantage pas le groupe, il faut arrêter le chrono pour reviser la route. Non, ce n'est pas ça la démocratie. Et je l'ai dit la dernière fois sur une plateau d'une chaîne nationale, j'ai dit, laissez la démocratie respirer. Que les lois s'appliquent jusqu'au bout, que ça nous arrange ou pas, laissons la démocratie respirer. J'ai dit, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons deux catégories de maires. Il y a des maires qui sont élus par les pairs. Ça fait... Oui, nous allons revenir sur cette question de la décentralisation. Juste pour finir avec le 26 octobre 1972, on ne peut pas ne pas parler, de la place centrale que l'armée a prise, parce que ce 26 octobre, le commandant Kérékou est venu, on va dire, mettre fin à ce qu'on pouvait appeler une certaine pagaille au niveau des hommes politiques, le pouvoir qui naviguait entre principalement trois hommes d'État. On ne donnait pas cher de sa peau, mais finalement ça a duré 17 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, et tout le monde est peut-être d'accord que pour une bonne partie de ce mandat, quand même, il y a quelque chose qui s'est passé, vous parlez du patriotisme, beaucoup de choses. Ce 26 octobre, ça pourrait être, disons, un jour pour célébrer les forces armées. Comment vous voyez la place des militaires dans cette architecture, d'autant plus qu'on parle de coup d'État à gauche et à droite aujourd'hui? Jusqu'au 1er mai 2019, j'avais une très grande admiration pour les forces armées béninoises. J'ai un très grand respect en réalité pour les hommes en uniforme. Mais ils ont commencé par perdre. C'est ce que j'ai dit, m'engage en réalité, je suis un citoyen, je dois donner mon opinion par rapport à ceux qui sont censés de gérer un pan de la République. Et je pense en réalité que nous avons connu des hommes en uniforme qui étaient vraiment des patriotes. Mais la politique, comme dans les autres secteurs, a commencé par infiltrer les acteurs en uniforme malheureusement. Parce que quand je vois des militaires faire ce qui s'est passé le 1er mai, 2 mai, avec tout ce qui a suivi, je pense en réalité que c'est des gens qui devaient, malgré... Ça fait, j'ai dit la dernière fois, que nous devons revoir nos tests de manière à ce que la responsabilité individuelle soit mise en exergue dans les pénalités que la responsabilité de la fonction. Aujourd'hui, quand vous êtes ministre,
et que vous commettez un acte, en réalité, qu'on ne peut pas vous traduire en justice. Il faut tout un processus à l'Assemblée, un certain nombre de choses. C'est de la même manière que si c'était la responsabilité individuelle qui était engagée, je vous assure, je vous promets qu'en réalité, que les forces armées n'allaient pas tirer sur des citoyens qui n'avaient pas d'armes. Vous comprenez, ils n'avaient pas de fusil. Ils réclamaient... Vous savez, la liberté d'expression, je ne suis pas partisan de ceux qui détruisent les biens publics. Il y a plusieurs manières. Il y a la lacrymogène, il y a certains, mais jusqu'à tirer. Vous savez, les gens sont allés jusqu'à même dire que la dame, peut-être à Moussou-Prudence, est morte de paludisme. Vous voyez, c'est comme ce qui s'est passé au Congo et au Gabon, qu'on a déclaré le président un candidat qui visiblement n'avait plus les attitudes. Ces médecins, on devait les envoyer en prison. De la même manière, des médecins qui ont prêté serment, que dame qui a reçu des balles, on dit qu'elle est morte de paludisme. Je pense qu'en réalité que l'armée doit pouvoir retrouver en réalité ses lettres de noblesse. Notre armée a été une armée très respectueuse dans la sous-région, comme les enseignants béninois à l'extérieur dans ce pays. Je pense en réalité qu'il faut revenir en arrière. Et il faut revenir en célébrant des lieux. Vous savez, on dit la place de souvenir. Non, ce n'est pas la place de souvenir, la place des martyrs. Quand on dit martyr, on veut savoir qui c'est, qui était. Tout au Paulin, il y a des noms qui étaient liés. Non, il faut laisser des noms en réalité originels à des lieux donnés. On parle de la place de l'Étoile aujourd'hui. On parle plus de la place de, comment on appelle, l'Amazone que la place de l'Étoile. C'est des lieux qui nous renvoient en réalité de d'où nous venons. Et c'est pour ça que j'aimais tellement écouter le feu professeur Tevoyedre. Il parle en réalité que l'histoire doit nous permettre de construire l'avenir. Donc, je pense que notre armée, selon moi, a perdu en réalité cette image que nous avons d'elle et qu'elle a tout intérêt en réalité à retrouver cette image, à retrouver ces lettres de noblesse en réalité dans l'imaginaire du peuple béninois, également de la sous-région, pour dire que c'est une armée vraiment républicaine et non du favoritisme et puis de politisation en réalité de l'armée. Non, l'armée doit être la. Vous pensez que l'armée à la date d'aujourd'hui est politisée? Écoutez, vous savez, il y a ce qu'on appelle, nous avons des thématiques sur lesquelles nous travaillons, où il y a ce qu'on appelle l'utilisation des données non conventionnelles. C'est-à-dire, vous avez une thématique que vous voulez, et vous insérez en réalité dans des forums donnés, c'est des utilisations en réalité des Nations Unies, où vous pouvez connaître en réalité l'avis d'un certain nombre de milliers de Béninois sur la question. Aujourd'hui, l'armée n'a plus la même image qu'elle a avant 2019. On a tellement de doutes sur notre armée béninoise, sur sa neutralité dans un certain nombre de choses. L'armée est même contrôlée par les politiques, malheureusement. Malgré ce que cette armée accomplit en défendant le territoire national sur le front nord du pays, vous pensez que ça ne pèse pas par rapport je fais référence à une période, mais non, vous savez, je fais partie de ceux qui les ont salués et puis saluer la mémoire de ceux qui ont donné de leur vie pour sauver notre territoire dans le nord du Bénin. Et je pense, je les félicite au passage. Non, je pense qu'en réalité, qu'ils doivent continuer de se lancer également, mais quitter à ce que l'armée, pour venir en réalité à la haute fonction dans l'armée, ce ne soit pas le mérite. Le mécanisme, peut-être pas désignation par les pairs, je ne sais pas trop, pour que le politique ait moins d'action arrêtée dans la nomination d'un certain nombre de choses dans l'armée. Non, je ne pense pas. Et ce qui s'est passé en 2019, ce n'est pas bien. Ça ne donne pas une bonne image de cette armée. On leur fait encore confiance, je pense en réalité qu'ils auront le temps de prouver au peuple béninois qu'en réalité qu'ils ne sont pas des politiciens. Voilà. Vous l'évoquiez tout à l'heure, nous allons parler très rapidement de décentralisation. Vous évoquiez les maires, parce qu'on a eu beaucoup de soubresauts ces derniers temps. Il y a une secrétaire exécutive qui vient de démissionner à Tokuntona. On a celle de Calavi qui est critiquée. Bon, on peut dire que ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on peut dire tout ce qu'on veut. On a le maire de Malanville qui est empêtré dans une histoire rocambolesque de vol de pavés. Mais c'est surtout le lien entre le politique, le maire, et celui qui est nommé, qui détient, en tout cas, de façon factuelle, le pouvoir en réalité. Comment vous percevez un peu la déclinaison pratique de cette réforme portée il y a quelques années par le chef de l'État? Vous savez, la dernière fois, la Sénat a organisé les journées portes ouvertes, où on ne voulait pas y aller parce que ce serait une perte de temps, mais on a eu l'occasion de leur dire que
quand vous faites des réformes et dans leur mise en œuvre, on voit que ça ne permet pas de, ne serait-ce consolider ce qu'on a comme déjà principe qui marchait, et que qu'on est en train de reculer, il faut avoir le courage de revenir en arrière. Je disais tout à l'heure, tantôt qu'on a eu deux catégories de maires. Des maires qui sont élus par les pairs. Vous savez, la démocratie, sinon la décentralisation, c'est la gestion par la gestion de la cité par des acteurs locaux, désignés par des acteurs locaux, par la population à la base. Aujourd'hui, on a donné le pouvoir aux partis politiques de nommer les maires et qu'on peut révoquer, enfin, qu'on peut changer, le parti peut changer quand il lui plaira. Vous savez, par exemple à Abidjan ou au Sénégal, de certaines choses, quand vous voulez les listes, on dit « je veux être maire ». Vous comprenez? Je voudrais quand même qu'on arrive à trouver le dispositif pour qu'au début des élections, que le code électoral prévoit, qu'on puisse savoir qui nous voulons élire maire. C'est-à-dire, on dit la liste. Lui, le maire, le deuxième adjoint au maire, le CA ou bien certaines choses, et la population vote directement pour les gens. Un scrutin de liste. Un scrutin de liste. Je pense que ça va beaucoup nous aider. Mais ce qu'on avait avant n'était pas aussi mauvais. Il arrive que le maire soit amené à négocier avec en réalité le cas adverse pour pouvoir gouverner. Mais c'est de ça il s'agit. C'est la concertation. C'est la, je ne parle pas de la compromission, mais c'est de renoncement à un certain nombre de choses et de l'acceptation de certaines choses qui, au final, pour servir en réalité le peuple, la population à la base. Qu'on arrive aujourd'hui à imposer des gens, que ce soit les partis politiques qui désignent qui sera le maire, c'est tordre le cou à la démocratie à la base, à quelque part. Pourquoi mais dans le même temps, la réforme du système partisan, qu'est-ce qu'il craignait qu'on laisse le jeu ouvert, que le meilleur soit élu le maire. On a fait un grand recul dans le domaine de la décentralisation depuis un certain temps. Non, l'affaire de vol de pavés, ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous allez voir, les politiciens vont faire ça. Alors que ça, il y a un maire qui a volé pas mal de pavés dans ce pays. On en a crié quelques jours après et puis on a fait ça. C'est chez moi. Aujourd'hui, vous allez voir comment les politiciens, les partis politiques vont faire cette affaire de vote de pavés. Dans mon avis, j'espère qu'ils vont nous surprendre cette fois-ci en faisant dire la loi. Donc pour vous, les partis ne doivent pas, comme la réforme le proclame, les partis ne doivent pas garder la main sur la désignation. Non, si on veut désigner, disons à la population dès le début, c'est lui, le monsieur François, que nous voulons être maire dans telle localité. Sinon, c'est M. Avoyon que nous voulons élire maire dans Cotonou, par exemple. Là, la population sait pour qui on est en train de voter. Non, vous laissez les gens voter. Parce qu'avant, on désigne d'abord les conseillers communaux et municipaux et ils se retrouvent en leur sein pour désigner les maires. On a dit dans un premier temps que le maire doit provenir normalement du camp majoritaire, mais c'est suffisant. Allez négocier avec le camp adverse parce que ceux qui sont venus, les conseillers de l'autre camp, qui n'ont pas la majorité, mais ils sont les représentants d'une partie de la population. Ils ont des projets, ils ont fait des promesses aux populations pour écouter, pour faire respirer la démocratie à la base, laisser les gens négocier jusqu'à dire qui c'est. Tant que vous n'avez pas dit au début à la population, c'est M. X que nous voulons être maire, laissez la population toujours, à travers les élus locaux, désigner qui va être maire. Sinon, aujourd'hui, voilà le résultat que nous donnons. Mais le deuxième pan de la question, c'est l'introduction des maires, mais c'est un grand recul de la démocratie, un grand recul du processus de la décentralisation. Il y a des pays qui venaient au Bénin pour s'inspirer de notre modèle de décentralisation aujourd'hui. L'introduction des secrétaires exécutifs, vous voulez dire? Non, mais je pense que c'est un grand recul. Oui. Vous savez, je suis d'accord que le diagnostic, globalement, quand la rupture fait un diagnostic, souvent c'est vrai. Le problème posé est vrai, mais la solution donnée souvent a été tirée pour d'autres intérêts que je ne sais pas. Je vous explique. Le diagnostic était vrai. Moi, j'ai eu la chance de parcourir toutes les communes, toutes les municipalités du Bénin. Les 77 communes, j'ai mis pied dans toutes les mairies du Bénin. Et j'ai pu constater que nous avons eu un problème. C'est depuis 2013 que j'ai commencé le travail. J'ai constaté qu'en réalité, qu'on a besoin des cadres dans les mairies. C'est réel. Mais pourquoi ne pas? Vous allez au Rwanda, qui est venu au Bénin, pour voir quel est le modèle que nous avons de notre décentralisation aujourd'hui. Vous allez au Rwanda, il n'y a pas plus de 50-60 dans les ministères. On a dégagé tous les fonctionnaires dans les mairies. Et leur carrière est tout gérée par la fonction publique. Mais pourquoi on ne va pas à ce modèle-là?
On a besoin des cadres. On a oublié que les gens peut-être s'ennuient, d'autres travaillent bien dans la fonction publique. Mais il y a d'autres qui s'ennuient peut-être à des endroits donnés. Au lieu de déléguer ou qui ne sont pas à leur place. Qui ne sont pas à leur place. Or, la population, les citoyens ont besoin en réalité des cadres à la base. Mais au lieu de laisser les mairies faire un jeu de copinage, un certain nombre de choses, mais dégager les gens à la mairie. Qu'est-ce que nous faisons au sommet qui ne va pas à la base? Quelle est la route que nous construisons? Quel est l'hôpital que nous construisons? Quelle est telle chose que nous faisons qui n'est pas dans une commune? Alors, quand vous allez à Bruxelles, vous allez à la mairie de Bruxelles, mais vous allez constater que le service technique de la mairie, mais ça dépasse le ministère dans notre pays. Donc, dégager les fonctionnaires dans les mairies pour que nous puissions faire respirer, avoir des administrations très smart à la base. D'où les secrétaires. Non, et les carrières qui ne doivent pas gérer. Aujourd'hui, les carrières, les secrétaires exécutifs ont problème, par exemple, par rapport à leur cotisation chaque patronat, certaines choses. Oui, bon, ça, c'est des questions. Non, ça veut dire qu'on n'a pas pensé la réflexion, on n'a pas pensé la réforme au bout avant de l'engager. Oui. Et donc, pour moi, nous avons deux autorités dans les mairies aujourd'hui. Oui. Et on a malheureusement choisi des gens qui n'ont pas l'expérience. Je confirme ce que je dis, et je pèse bien le mot, je peux citer, quand on me interpellera, je citerai des gens qui n'ont aucune expérience de l'administration, qui sont positionnés à des mairies aujourd'hui, en tant que secrétaire. On les a choisis dans un fichier. Mais ils feront quoi? Mais quel est le mot de désignation? Le mot de désignation. Tirage au sort, mais fichier. Ça ne veut rien dire. Oui. Pourquoi, dans un premier temps, les gens composés choisissaient les meilleurs? Par commune, il y a des communes qui ont d'importance plus que d'autres aujourd'hui. Oui. Commencez par positionner les meilleurs dans les plus grandes communes. Jusqu'à la fin. Mais on a fait tirage. Moi, je connais des gens très bien. Des gens qui ont un parcours franchement bien. Ont tout ce qu'il faut, qu'on a relégué à des positions comme là et d'autres à telle chose dans mes côtés. Oui, mais là où ils sont, non, mais ils ont démissionné. Ils ont démissionné. Peut-être que s'ils sont si bien que vous les imaginez, ils auraient pu travailler là où on les a affectés. Non, c'est pas ça. Oui. Non, c'est parce qu'on a fait tirage. Juste qu'on a fait tirage. Le monsieur était reçu pour SE, il était reçu pour tous les autres, et on l'a mis pour un certain nombre de... Non, je pense qu'en réalité que c'est un grand échec. Ils sont en train de constater les résultats. Il y a une très grande commune aujourd'hui où la dame était dans le secteur privé, gérait le compte dans une banque. Aujourd'hui, que vous le mettez secrétaire exécutif. Mais le résultat ne peut qu'être ça. Le résultat ne peut qu'être ça. Donc, je pense en réalité qu'il faut revenir en arrière. Il faut dégager les agents de l'État dans les mairies et leur carrière doit être gérée par la fonction publique et qui ne seront pas à la sorte des maires. On n'a pas besoin de deux autorités dans une mairie. Non, le maire, et je voudrais féliciter au passage. À la limite, aujourd'hui, on a l'impression que les maires sont en villégiature. Vous comprenez ça? Oui. Je vous donne un exemple pour dire. On a envoyé une correspondance dans une administration pour dire désigner une telle personne. Et le maire a désigné pour représenter la localité. Le secrétaire exécutif pour dire non, mais c'est lui qui doit désigner. Et donc, puisque c'est lui qui doit signer l'ordre de mission à l'intéressé, il refuse de signer l'ordre de mission et il y a une cacophonie, les gens n'ont pas pu se déplacer. C'est pour dire qu'on a deux autorités dans les mairies aujourd'hui, ça ne pose un problème. Je sais qu'en réalité que le besoin de dépolitiser l'administration locale était réel, le besoin, le diagnostic de la rupture était vrai, mais la solution qui était portée n'était pas la meilleure. N'était pas la meilleure, parce que cette réforme, elle n'est pas totalement négative. Elle a permis de résoudre un problème que je vais vous dire par exemple. Vous savez, quand un maire est élu, il a des gens quand même qui l'ont porté à des endroits donnés. Et c'est pour ça que je dis, nous devons travailler au patriotisme. Le maire, ils ont l'obligation de collecter les ressources au niveau dans une commune. Mais puisque les services marchands, c'est-à-dire les boutiques de la mairie, je suis le cousin du maire, et puis ils ont des difficultés à mobiliser les ressources, les redevances. Mais aujourd'hui, les secrétaires, les trésoriers communaux, etc., règlent cette question parce qu'il lui n'est pas élu. Mais cette réforme qui consiste en réalité que des agents du ministère de l'économie, des finances, du trésor ou bien des impôts soient au niveau de chaque mairie pour régler ces questions, mais c'est magnifique. Mais on n'a pas besoin d'avoir deux autorités dans une même mairie. Non, du tout pas. Je pense qu'il faut qu'on revienne en arrière, qu'on laisse la population choisir ceux qui vont être responsables. Non, n'est-ce pas que la réforme n'est pas si vieille que ça, donc on peut encore Oui, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dit au départ, quand vous faites une réforme qui ne marche pas, qui commence à poser problème, ce n'est pas une faiblesse. Je vois le président Talon qui a commencé par supprimer certaines agences, mais ce n'est pas d'une faiblesse. Moi, je le félicite au passage, quand ça ne marche pas, elle a le courage de revenir en arrière. Mais cette réforme est un échec cuisant. Et c'est pour ça que je voudrais féliciter ce maire de Pomassé, qui a eu le courage de dire un pas de leurs préoccupations au départ. Il dit, monsieur le président, laissez-nous nos budgets. Et le président lui a donné une réponse que je n'apprécie pas, je n'étais pas d'accord avec sa réponse, mais je pense en réalité que c'était courageux.
Parce qu'il connaît la réalité. Je sais également la préoccupation du gouvernement qui voulait régler un problème à la base, mais ce n'était pas la solution. Je pense en réalité que ceux que vous avez mis comme secrétaire exécutif, il y a beaucoup qui n'ont pas l'expérience qu'il faut. Du tout pas d'ailleurs. Ils n'ont pas du tout l'expérience. Mais on les a flanqués dans les administrations, ils se cherchent. Ils se cherchent. Et voilà les résultats. Et je voudrais féliciter la dame de Tukutuna, si c'est vrai, si c'est pour des questions d'harcèlement, de violation de son intimité, qu'elle démissionne, je la félicite au passage. Mais que d'autres soient, je ne vais pas citer des communes parce que je risque de nommer des gens, ce n'est pas bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup parmi eux qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas le profit de l'administration, mais qui sont malheureusement envoyés là-bas parce que le mode de sélection et de choix final en réalité de qui sera est-ce de telle commune, c'était biaisé. Du tout pas, on n'a pas besoin de tirer. Non. Bon, au-delà de ce constat, comme je le disais à l'instant, n'est-il pas trop tôt pour tirer des conclusions? Quand bien même on a des faits, la réforme date, on va dire, de plus 3 ans. Depuis l'annonce de la réforme qu'on a commencé par décrier ça. Vous savez, il y a également, j'espère qu'on va aborder la question de limitation des naissances. Vous avez vu comment le gouvernement a commencé cette discussion au départ? Mais quand on a commencé par tirer la sonnette d'alarme, ils sont revenus, ils ont révisé leur position. Mais c'est de ça il s'agit. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Et les résultats sont là aujourd'hui. Donc je pense en réalité qu'en 2026, s'ils n'arrivent pas à arrêter ça, et j'espère que le peuple va nous accorder leur confiance, nous allons pouvoir mettre fin rapidement à cette réforme pour revenir donner le pouvoir à la population de la base de choisir qui va être leur premier responsable et de doter en réalité les administrations locales en réalité des fonctionnaires de l'État qualifiés pour jouer vraiment le rôle qu'il faut. Voilà, pour finir sur cette question, on a vu récemment que le gouvernement a acté l'octroi d'environ 58 milliards aux différentes communes du Bénin. Est-ce que ça aussi, ce n'était pas la préoccupation, l'écueil principal qui a sous-tendu cette réforme, la gestion à la base de ces ressources que normalement l'État central doit reverser aux collectivités locales? On sait tous la gabegie dans laquelle les mairies galvaudaient. Les mairies ne sont pas dans la gabegie. Vous savez, j'ai travaillé longtemps sur la chaîne des dépenses publiques. S'il y a un mécanisme de contrôle plus strict, il y a plus de contrôle en réalité de la dépense des sous de l'État dans les localités que dans les ministères. Je me répète, le mécanisme de dépenser 1 franc dans les localités, dans les communes, est plus corsé que dépenser 1 franc dans les ministères. Il faut avoir l'autorisation du préfet, il faut avoir l'autorisation du représentant du ministère des Finances, il faut avoir l'autorisation du... Vous parlez d'avant la réforme? Non, d'avant la réforme. Donc, ça n'a pas de problème par rapport à dépenses des sous. Les mairies, les gabédis sont sous un autre pan. Et qui n'avait rien à voir par rapport. Il y avait qu'on appelle ça le fonds FADEC, oui, le fonds FADEC, qui était géré aujourd'hui par le CONAFIL. Non, je pense que le fonds FADEC ne posait pas problème. Le fonds FADEC n'était pas de problème. Vous en êtes sûr? Parce qu'on a vu le fonds FADEC qui devait servir à construire des infrastructures. Au final, bon, les infrastructures soit n'étaient pas construites ou les infrastructures qui étaient construites n'avaient rien en termes de dimensionnement par rapport à ce qui était prévu. Il y avait dans la ville, en tout cas pour parler de Cotonou et dans certaines communes, il y avait des exemples palpables et au moment de la réforme, certains en parlaient. Donc on ne peut pas dire que ça n'a jamais existé. Non, c'est pour vous dire, comme vous me dites, l'Assemblée nationale qu'on est en train de détruire, je ne sais pas s'ils ont fini de démolir, et qu'il faut reformer la... Non, c'est les hommes qui gèrent le pouvoir. C'est les hommes qui gèrent les choses à la base qui posent problème. C'est le préfet a dit oui avant que ça ne soit fait. Le représentant, le receveur a dit ok avant qu'il ne soit... Le monsieur qui passe les marchés a dit ok avant que ça ne passe. Les gens sont allés contrôler le marché. Avant de décaisser un montant donné, ils sont tous allés vérifier d'abord. Ils sont tous fautifs. Ce n'est pas la réforme, ce n'est pas un problème de réforme, mais c'est les hommes qu'à la base qu'on refuse de punir parce que c'est des politiques. Donc il faut réformer les hommes. Non, il faut les punir. Non, il faut arrêter un mécanisme arrêté c'est pour ça qu'il dit qu'il faut des patriotes pour ce pays. Vous savez, la question des dépenses publiques que nous avons, la gestion des finances publiques se repose sur 2 principes. Il y a la régularité et la sincérité. La régularité, c'est que, est-ce que sur les papiers, le monsieur remplit les conditions? Oui. Est-ce que oui? Est-ce que oui? Mais la sincérité pose un problème. Il n'y a pas un mécanisme pour montrer la sincérité. Oui. Vous comprenez ça? Quand tous les acteurs qui doivent contrôler sont corrompus, vous verrez que c'est régulier. Regardez par exemple mon amie Yayadji. Elle est allée sur la route par exemple de quitte Bota pour aller à Wedo. Elle avait dit en son temps que cette mairie-là, la route c'est bien, n'a aucun problème, c'était bien. Mais aujourd'hui, j'en prends quand on doit détruire cette route-là.
Mais il s'agit des hommes aujourd'hui. Il s'agit de beaucoup plus de patriotisme. Quand j'évoque, par exemple, regardez sur cette voie, vous allez voir, même dans Cotonou, dans Calavi, il y a des caniveaux ciel ouvert. Est-ce qu'au début de ce projet, quand on veut faire, on avait prévu que les caniveaux soient ouverts? Non! Mais les agents qui sont allés contrôler sont allés voir que c'était bon et l'entretien a été payé. Oh, les caniveaux sont ouverts aujourd'hui. Allez, prenez la route pour aller derrière l'usine d'engrais de Dekmbe, par exemple. Oui. Les caniveaux sont ouverts. Oui. Est-ce qu'en faisant le prêt au niveau de bailleur, pour pouvoir faire cette route, on a prévu de laisser les caniveaux ouverts? Non, on avait prévu fermer les caniveaux. Est-ce que les gens sont venus contrôler, recevoir, faire la réception du marché avant qu'on ne paye l'entreprise? Oui, ils ont fait ça. Mais pourquoi les caniveaux ouverts? Il se pose un problème des hommes qui le font. C'est manque de patriotisme. On pense plus à sa poche qu'en réalité à ce qui vient. Donc le problème n'est pas une question de réforme d'un certain nombre de choses. Non, c'est corser la dépense de 1 franc de l'État dans les communes que dans un ministère. Et donc du coup, ce n'est pas ça la réforme, le problème est mal posé. Peut-être c'est pour ça que je dis, ne prenez pas nos frères de la diaspora qui n'ont pas l'expertise, en réalité, l'expérience de notre administration pour pouvoir les mettre à des postes donnés. Ils n'en savent rien. Je suis désolé. Nos frères de la diaspora, il y a beaucoup même d'entreprises qui sont des chômeurs. N'est-ce pas, c'est pas la frustration qui parle? Quelle frustration? Il y a un procès d'intention pour ceux qui sont venus. La plupart des raisons. Oui. Faites le point. Quelques emplois, on les détourne, on les renvoie, ils quittent. Ils viennent, ils parlent français comme au français. Je suis enfin, mais ils ne connaissent pas. Je vous donne un exemple. C'est un monsieur qui dit les experts de telle chose, il est fait. On l'a mis, je pense que c'était en 2016 ou 2017. Et on parlait d'un certain nombre de choses. Et puis je lui ai dit que non, telle chose, il dit, ah, vous m'apprenez, je ne savais pas. Et donc, du coup, l'expert qui est venu, qui ne savait pas la thématique pour laquelle il était, je ne veux pas aller dans les détails pour dire, non, je vous dis que faites la distinction de ceux qui ont de l'expertise. Il y a des Béninois qui sont compétents à l'étranger, quand vous les faites venir dans le meilleur. Par exemple, le monsieur, il suffit de le mettre là où il le faut. Le monsieur qui a été ministre de l'énergie, Oussou, mais c'est un monsieur à qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais est-ce qu'il connaît réellement les réalités, le diagnostic du Bénin? Quand le ministre actuellement de cadre de vie et du transport avait dit, par exemple, que dans tel délai, on aura tel nombre de 1000 logements, on est où aujourd'hui? Et il y a d'autres aujourd'hui qui ne maîtrisent vraiment pas les secteurs. C'est pour ça que je vous dis, vous savez, quand on a mis le ministre le premier ministre de l'enseignement supérieur, je ne vais pas appeler un autre ici, l'université n'était pas d'accord. Vous comprenez, beaucoup d'universitaires n'étaient pas d'accord. Cette dame-là a fait un diagnostic dans la présentation du PAG pour dire que il faudra, dans les normes, il faudra 50 ou bien 25 étudiants pour un professeur. Aujourd'hui, que nous voulons faire, aujourd'hui on est à 100 ou bien 200 un certain nombre, que veut travailler d'ici 2021, que nous puissions réduire à 50 enseignants, à 50 étudiants pour un enseignant. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui dans nos amphis? On est aujourd'hui dans les écoles d'autorat. Oui, bon, ce n'était qu'une ambition. Ce n'était qu'une ambition. Non. Ce n'est pas une ambition, c'était des choses bien chiffrées. Oui. Elle avait même dit combien il fallait recruter. Non, écoutez, pour venir là, c'est beaucoup de diagnostics, c'est beaucoup de projections, c'est des travaux d'économétrie qu'il faut faire pour savoir la population augmente, les étudiants augmentent, des choses-là. Tel nombre, nous devons avoir tel nombre d'étudiants, donc il faudra tel nombre. Elle avait dit le nombre d'enseignants qu'il faut recruter. Est-ce que l'État a pu recruter? C'est pour dire qu'en réalité, cessez de mettre des gens, des partisans des positions données. Globalement, que le problème de la décentralisation est un problème sérieux. Et que les réformes que nous avons opérées dans notre pays aujourd'hui, c'est un grand recul du système de la décentralisation. Il faut revenir en arrière en améliorant. Ce qui a été proposé n'était pas totalement faux, mais il y a des erreurs graves. Il ne faut pas avoir 2 autorités dans une localité. Nous avons besoin des agents compétents dans les mairies. Oui, il y a les fonctionnaires, il faut déconcentrer l'administration, renvoyer beaucoup d'activités de prérogatives que la loi avait même prévues. Au contraire, on a cherché à recentrer ce que la loi a prévu, que la question de la gestion de l'eau, la gestion des écoles primaires, vous imaginez. Et c'est pour ça que j'ai dit, les réformes, non, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de réformes qui ont été opérées. Vous imaginez qu'au cœur de Cotonou, à l'heure où je vous parle, où mes enfants ont déjà fait plus de 2 mois de l'école, des écoles primaires à l'école de Cotonou, peut-être c'est ces derniers jours qu'ils ont commencé, n'ont pas encore commencé l'école. Au cœur de Cotonou. Et vous dites qu'en réalité que nous sommes grands partis politiques. Parce que ceux qui se disent grands partis politiques, ils ont eu les grandes mairies, mairie de Calavi, mairie de Cotonou. Mais que des enfants, des âmes innocentes sont encore à la maison 2 mois ou bien 1 mois et demi de l'école, et vous dites que vous gérez mieux la mairie et que vous êtes grand parti politique. Grand parti politique sur quoi?
Mais c'est une boîte à crabes parce que c'est vous qui avez le pouvoir et que tout le monde est obligé de venir vers vous pour être proche de la marmite. Mais c'est faux. Comment vous gérez les mairies qu'on vous a remises? Comment la mairie de Cotonou est gérée? Comment la mairie de Calavi est gérée? La mairie de Lokossa, peut-être Porto-Nouveau fait quelques exceptions. Mais je ne sais pas trop. On dira que je caresse au BR. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que je caresse. Non, quand quelque chose est bien... Là que vous choisissez vos adversaires. Non, je n'ai pas d'adversaire. Je n'ai pas d'adversaire. Moi, j'ai dit, je suis du côté du peuple. Quand des milliers de Béninois, des enfants n'ont pas encore commencé l'école, au plein cœur de Cotonou, la plus grande ville, la plus grande municipalité, mais c'est de la responsabilité de la mairie. L'éducation, c'est la responsabilité de la mairie. On devait anticiper depuis là-dessus. Mais qu'est-ce que quels sont reprochés à Liadi aujourd'hui qui se fait mieux aujourd'hui? Quels sont reprochés plus à Bada qui se fait mieux aujourd'hui? Quels sont reprochés à un certain nombre de personnes qui se font mieux aujourd'hui? Le Kossa aujourd'hui, que les ordures sont au beau milieu de la ville et que les gens décrivent, on dit si tu dis, on va te créer des problèmes. Mais ça me pose un problème de la qualité de ceux que vous mettez à la tête. Si vous êtes grand parti politique, mais accompagnez vos maires pour qu'ils puissent gérer, qu'ils puissent faire mieux ce qui se fait aujourd'hui, comparativement à ce qui se fait. Donc je pense que c'est un grand recul. Oui. Le système partisan qui impose les partis politiques. Oui, en même temps, le ramassage des ordures n'est plus de la compétence des mairies. Non, c'est pour ça qu'il dit. C'est les mairies qui ont signé la convention et pouvaient refuser. Parce que la loi leur a dit que c'est de leur responsabilité le ramassage des ordures. La mairie, peut-être on dira que c'est ça que Liadi a refusé et c'est ça qu'il y a... Oui, bon, ça c'est un procès d'intention, on n'en sait rien. Oui, non, c'est l'opinion de beaucoup de personnes, de beaucoup de compatriotes que j'ai le devoir de leur dire que je partage cette opinion avec eux. Donc c'est pour vous dire quoi? Je ne suis pas d'accord que le fait qu'on puisse commencer par opprimer la démocratie en donnant pouvoir aux partis politiques de choisir qui sera maire. Si on veut que les partis politiques disent qui sera maire dans une localité, depuis la liste que la réforme doit pouvoir prévoir, que nous puissions dire oui, je vais être maire, population, voilà celui que nous voulons être maire, la population votera des listes. Et non après les élections. Si c'est après les élections, laissez les conseillers communaux choisir qui sera le maire. Ils pourront négocier pour pouvoir dire dans tel projet, je veux qu'on fasse telle chose. Il y aura des concessions en leur sein avant de dire qui pourra faire et sur quoi ils ont fait la concession pour désigner le maire. Et le résultat, on fera. Mais par rapport à la réforme de la décentralisation qui concerne, je pense, en réalité, le diagnostic était vrai. Il faut avoir des cadres compétents dans les mairies, mais pas avoir des autorités, pas sous cette forme qu'on l'a mise en réalité pour notre système. Voilà, en parlant des lois, venons-en aux lois électorales. Vous l'évoquiez tout à l'heure avec lors de cette journée porte ouverte de la Sénat. On a vu les deux grandes parties politiques d'opposition, le principal, les démocrates, à l'occasion de leur congrès, pointer du doigt ces lois électorales. Le parti FCBE également pointer du doigt ces lois électorales. Pour vous, qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que vous avez des reproches bien précis ou simplement qu'est-ce qui pose problème avec ces lois? Non, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous faites un pas, vous faites des réformes qui ne marchent pas, vous devez pouvoir avoir le courage de revenir en arrière et de repasser. J'ai eu à l'occasion, en réalité, des journées portes ouvertes de la Sénat, leur rappeler les points sur lesquels il faut agir le plus tôt possible. Et j'ai eu l'occasion de leur dire, à l'occasion du congrès des démocrates, où j'étais pratiquement le seul président à assister à ça, j'ai dit, il faudrait que nous puissions, quand vous prenez par exemple la réforme du système partisan, le code électoral prévoit désormais que les agents électoraux soient désignés par un système informatique, un système que je qualifie de tronqué, de truqué. Parce que, je m'explique. Avant, on n'avait jamais vu dans notre système politique des gens estampillés des bulletins et c'est gosillés, parfois l'avoir fait. Et le ministre de la Justice nous avait promis devant les médias que les gens seront sanctionnés. Jusqu'à ce soir, ce matin, je viens chez vous ici, dimanche, je n'ai pas entendu quelqu'un a été puni, quelqu'un a été mis en prison, mais quelqu'un a été pour une amende pour avoir fait ça. 3 élections sont passées, nous avons des vidéos à l'appui circuler que les gens ont estampillé de bulletins de vote. Ça veut dire que ceux qu'on choisit, la direction générale choisit à travers un mécanisme qui n'est pas bien. Avant, il y avait une politique de tu me suivais, je te suivais. C'est les partis politiques en liste qui étaient représentés à l'Assemblée qui désignent qui sont ceux qui seront des bulletins de vote et qui seront des agents de vote et qu'au poste de vote, à chaque poste de vote, les deux partis sont représentés, tu me suivais et je te suivais, on n'a jamais eu ce problème. Je l'ai dit, il faut qu'on revienne en arrière pour que les partis politiques en liste puissent désigner les agents de vote. Parce que tout est mis en place. Pour que personne, les jeunes, on dit que tu veux parler de la politique.
On te menace même qu'on va appeler le commissaire pour qu'on vienne te chercher, quand même que c'est toi qui as raison. Parce que les représentants de parti vont dire qui tu es. On menace, la loi dit qu'au poste de vote, en réalité, dans un nombre de 100 donné, aucun agent de bureau, un agent en uniforme n'est autorisé à rester au poste de vote. Mais nous avons vu les résultats. Donc, il faut revenir à la politique de tu me suivais, je te suivais. Il faudrait que je leur rappelle que la réforme qu'on a eu à faire par rapport aux députés, il faut qu'on puisse prolonger ça au niveau des communautés, des élections communales. Pour que nous puissions avoir la discrimination positive, pour qu'on puisse avoir plus de femmes conseillères, plus de femmes maires, plus de femmes adjointes maires. Actuellement, nous avons 4 femmes maires sur les 77, c'est ahurissant. Je pense, je leur ai rappelé de là-bas. Je leur dis également que la question des listes électorales qu'on a confié à un structure géré aujourd'hui par un étranger qui, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup, parce qu'on l'a titillé un peu, et il a réussi quand même à sortir une liste plus ou moins acceptable avec laquelle on est allé aux élections, mais on l'a remplacé à quelle fin, je ne sais pas. Je pense en été que les politiques doivent avoir un regard dans la liste avant qu'on envoie ça à la Sénat. Il faudrait un mécanisme, un comité ad hoc pour regarder la liste électorale avant qu'on envoie ça à la Sénat pour les élections. Je leur ai rappelé également que nous devons travailler parce qu'on a l'impression que la loi, le statut de l'opposition, c'est un statut qui est pour, quand on dit chef de file de l'opposition, c'est lui qui est la tête gauche seulement du pouvoir. Non, c'est faux. C'est-à-dire, il est le il porte votre voix. Non, je ne suis pas. Oui, vous n'êtes pas de l'opposition. Il porte la voix de l'opposition. Pour l'instant, parce que pour moi, c'est des oiseaux nés de la même chose, rivière. Ils retournent toujours à la source. Vous avez dit pas pour l'instant. Non, je ne rêve pas aller dans l'opposition. Je rêve gouverner le pouvoir en 2026. Je rêve arrêter prendre le pouvoir en 2026. Aucun parti politique ne se crée pour militer dans l'opposition. Aucun parti politique ne se crée pour pouvoir dire moi je vais vivre éternellement dans l'opposition. On crée un parti politique pour aller à la conquête du pouvoir, qu'il soit local, au niveau député, également au niveau central. Donc je ne crée pas un parti politique pour dire je vais dans l'opposition. Mais si mes idéaux, si ce que nous défendons comme grande chantier, comme projet de société, va à l'encontre de ce qui se met actuellement, nous déclarons que nous ne sommes pas d'accord avec ce pouvoir. Il y a des principes qui le font. Nous n'avons pas fait parce que pour nous, ce sont ces deux camps-là, c'est les mêmes personnes qui se divisent en deux camps pour nous distraire. C'est pour ça que nous avons refusé, nous disons que nous sommes des non-alliés. Le temps d'aller à la conquête du pouvoir en 2026. Et pour dire, il y a tant de choses que nous reprochons la question des listes électorales. Oui, ce statut de chef de file de l'opposition, je vous ai coupé. Oui, voilà, justement, c'est que on a l'impression que c'est le chef de file de l'opposition qui est le patron, le monsieur qui doit parler ou non. Non, je pense en réalité que, et nous attendons peut-être le président Yahi là-dessus, qu'il puisse réunir tous ceux qui parlent le même langage, qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance actuelle, qui est un cadre de discussion, pour qui, même on a dit qu'il doit avoir un cabinet de chef de file de l'opposition. Le cabinet, ce n'est pas pour des intérêts personnels, c'est pour réfléchir ensemble. C'est pour que les sons de cloche de tous les partis politiques qui ont des griefs, parce que ceux-là, le président du parti de Salon n'a pas élu à 100%. Il y a des gens qui ont voté pour les autres partis politiques. Et donc, la minorité doit pouvoir être écouté. Et donc, en réunissant tous les chefs de file de l'opposition, en réunissant tous les partis politiques, les responsables des partis politiques, en réunissant pour constituer le cabinet, ça permettra d'entendre tous les sons de cloche pour que ce ne soit pas l'émanation arrêtée de seul parti politique qui représente peut-être une minorité, peut-être de cette minorité. Vous comprenez ça? Donc, globalement, c'est pour dire il y a des choses sur lesquelles nous l'avons rappelé à leur congrès, on a dit à la Sénat, qui a promis de nous écouter pour que, dans le cadre de la révision du code électoral, pour que nous puissions voir dans quelle mesure on peut réformer les lois qui sont en cours aujourd'hui. Et même permettre, pourquoi ne pas aller sur des scrutins de liste au niveau des communes, pour savoir, dire aux populations au départ, qui veut être maire dans telle localité, selon tel parti politique, pour que la population puisse choisir dès le départ. Donc, est-ce que ce n'est déjà pas... Nous l'avons suggéré également, que nous puissions aller également à l'école du Sénégal. Vous savez, ce qui crée, et le docteur Jean-Baptiste l'a dit, Elias l'a proposé, pourtant on ne l'a pas écouté, il dit, donner les résultats poste par poste de vote, arrondissement par arrondissement, avant de donner. Il faut que la Sénat et la Cour constitutionnelle nous disent ce résultat, tel nombre de milliers de voix pour accorder là, c'est ceci plus ceci qui a donné ça. Il ne donne jamais ça. Au Sénégal, le résultat de l'arrondissement, c'est le résultat. Et c'est en faisant la somme qu'on a ceux qui ont des députés, ceux qui ont certaines choses. Non, on ne le fait pas.
Pourquoi on ne veut pas donner? Ça permettra de confronter, d'aller à la contradiction, preuve par preuve. Et on l'a dit à la Sénat que ce soit certainement la dernière fois qu'on aille aux élections et que des partis politiques n'aient pas les feuilles de dépouillement. Ils ont cherché à se défendre là, je pense en réalité que... Ou déjà, peut-être c'est à charge aux partis politiques d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Non, mais quand tout le système exclut les représentants, ça fait 10 000 postes de vote. Oui. 10 000 postes de vote. Oui. Ce n'est pas ça le problème. Oui. Mais ça veut dire que quand vous allez... J'ai écouté un monsieur, une autorité dans ce pays, dire je suis même du bloc républicain. Et quelqu'un a fauté, on a dit que je l'ai amené sur une commission, on l'a sorti. Vous comprenez des choses? C'est pour dire qu'en réalité, quand vous contrôlez tout l'appareil, même des forces de l'autre, qu'on met à contribution pour débouter en réalité ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, écoutez, qu'est-ce qu'un individu représenté au poste de vote pourra faire? Vous imaginez, je peux vous dire ce que j'ai dit, je le pèse et puis je peux vous justifier, donner les preuves de ce que j'ai dit. Élection de 2021, où quelqu'un venait, j'ai eu une de mes nièces qui était d'un autre camp, qui était agent de vote, agent de l'électoral. Et les autorités de la localité du Mono sont venues vers elle pour dire, on est venu, on va changer, on va essayer. Elle a commencé, elle m'a appelé. Elle a laissé sur WhatsApp, elle a laissé, et j'ai écouté toutes les discussions. Elle a dit qu'elle n'est pas dedans. Vous comprenez ça? Les autorités locales sont venues demander à l'agent, à la petite fille, on va changer les choses, on va voter, ça se fait à côté, faisons ça ici. Et on a demandé, le ministre de la Justice a vu des vidéos passer, a promis punir aujourd'hui les gens. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a puni personne. Voilà. Et donc, du coup, celle-là, au beau milieu de ces gens, qu'est-ce qu'elle peut faire? Un seul individu, quelque part, qu'est-ce qu'elle peut faire? Au contraire, on va dire qu'elle est en train de faire, que la personne est en train de soulever. Et puis, malheureusement, c'est elle qu'on ira mettre en prison. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en prison pour des questions de politique, pour des questions d'opinion politique aujourd'hui. Et non, je pense en réalité que le mieux, revenons en arrière par rapport à ce qui se faisait avant. Tu me suivais, je te suivais. Voilà. Par rapport à cette question d'élection, le consultant politique Agapit Napoléon Mavorican disait il y a quelques semaines sur ce même plateau que l'idéal, en tout cas pour jauger de la capacité d'un pays à organiser en tout cas des élections libres et transparentes, en réalité, normalement, l'organisation de ces élections devrait, in fine, comme vous aimez bien le avant, devrait revenir au ministère de l'Intérieur. Parce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'était censé être une situation de transition. La Sénat, ainsi de suite, même si on a été pionnier, a été une solution conjoncturelle trouvée. Après, ça semble devenir une solution structurelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position? Comme vous parlez du Sénégal, comme au Sénégal. Non, je pense que la Sénat n'est pas le problème. L'institution Sénat n'est pas le problème. Mais c'est comment on désigne les représentants à la Sénat. Aujourd'hui, la Sénat est contrôlée par la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de ça? Qu'est-ce que vous pouvez espérer quand toute une structure qui doit organiser les... Mais le président de la Sénat est membre de l'UP. Qu'est-ce que vous voulez espérer? Et le professeur Abimbola est de... Écoutez. Donc il faudrait qu'il soit de l'opposition pour qu'il soit rassuré. Non, mais écoutez, regardez ce qui s'est passé en 2019. Quand il y a un problème à la Sénat où le fils du président Mbedji, vous vous rappelez de cette affaire, comment ça a tourné? C'est pour dire qu'en réalité, quand il y a la politique de tu me suivais, je te suivais, c'est difficile de faire certaines choses. Donc pour vous, pas de ministère de l'Intérieur? Non, le ministère de l'Intérieur de nos pays, j'avais même proposé dans ce pays qu'on peut réfléchir avec les acteurs de la justice, si on pouvait même sortir le ministère de la Justice du gouvernement pour que... Ah oui. Oui, si, les gens, c'est pas moi qui l'ai dit, les grands juristes l'ont évoqué peut-être en France et aux États-Unis pour dire, pour la liberté, c'est vrai que ça va poser d'autres problèmes, mais que pour la liberté de la justice, trouvons le mécanisme pour sortir du gouvernement, de l'exécutif, le ministre de la Justice. Écoutez, si on remet ça... Bon, vous voulez empêcher aussi la nomination, parce que vous dites le sorti du gouvernement, non. Mais en même temps, il est toujours nommé par le président de la République. Non, vous savez, il y a à moins que ce ne soit plus un ministère. Je dis, je n'ai pas encore la réforme tout de suite, oui. Mais c'est qu'on doit pouvoir réfléchir avec la... Parce que tant que la désignation des intéressés, de la majorité des intéressés, doit provenir de l'exécutif va toujours contrôler. Mais est-ce que ce n'est pas un procès en suspicion? C'est-à-dire que quand on n'y est pas, c'est que ceux qui sont ce qui s'est passé en 2019 à la Sénat nous montre à suffisance qu'on devait pouvoir aller sur ce chemin. Que nous puissions avoir toutes les composantes que de la gauche et de la droite représentées dans l'institution qui doit organiser les élections.
Et c'est clair. Parce que quand nous sommes tous là, nous nous contrôlons. Et sur toute la chaîne, nous nous contrôlons. Je parie que quand vous discutez avec ces intéressés-là, ces personnes, c'est pour ça que je dis, il faudrait que nous puissions instituer la responsabilité individuelle pour que les gens puissent savoir, en posant acte, même si on leur demande de poser tel acte, qu'il y a une position après le pouvoir, qu'ils doivent répondre sans passer par l'Assemblée. Parce qu'ils savent en réalité qu'il y a un blocus au niveau de l'Assemblée. Donc du coup, quand la responsabilité individuelle est toujours en jeu, même si l'autorité lui dit de faire, il va réfléchir à 10 000 fois, mais il va démissionner. Quand le fils de Ngubedi était à la Sénat, on a vu qu'il a des informations qui sont sorties. Et ça a créé de tollé, on a dû de redresser, on a colmaté des choses, des fautes mineures, des fautes majeures. Je pense en réalité ces gens-là, je suis sûr qu'en réalité qu'ils ne sont pas fiers à la retraite aujourd'hui de ce qu'ils ont pu faire pour la République. Ils ne sont pas fiers. Quand vous avez l'occasion de discuter avec certaines personnes à la tour, ils ont dit que ce n'était pas facile. Mais trouvons le mécanisme pour rendre les institutions vraiment autonomes. Pour tricher, ça va être difficile. Parce qu'à l'intérieur de l'institution même, il y a des positions qui se contrecalent. Voilà, en parlant de ces aménagements de la loi, pour les aménager, il faut bien être là où ça s'aménage, donc à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour faire la transition vers votre parti. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde est braqué et focus sur 2026, même si certains s'en cachent. Quelle est votre position à vous? Comment vous appréhendez cette échéance? Non, 2026, je l'ai dit il y a 2 semaines, c'est une élection auquel le Bénin, c'est des élections auxquelles le Bénin n'est jamais confronté. C'est des élections générales où on ne l'a jamais fait au passé. Oui, dans un intervalle très court, nous allons faire 3 grandes élections où nous allons élire nos conseillers communaux et municipaux et nous allons élire le même jour également nos députés, nos parlementaires et également quelques jours après, nous pouvons assister en réalité à l'élection présidentielle. Et je peux vous rassurer que nous travaillons à un principe. Nous ne voudrions pas, surtout par rapport aux élections du président de la République, nous ne voudrions pas un président de la République revanchard, je pèse mes mots. Nous ne voudrions pas un président de la République revanchard en 2026 pour assister encore à ce que nous avons assisté en 2016, où même les mêmes personnes qui sont aujourd'hui, ils seront retrouvées avec ce président pour pouvoir dire on suspend ceci, on suspend ceci. C'est le Bénin qui paie. Deuxième chose, nous voudrions quand même, ayons l'honnêteté de reconnaître, nous voudrions un président qui pourra continuer sur un certain nombre d'investissements en termes de routes, en termes d'infrastructures. Mais nous voudrions surtout, et le plus important, nous voudrions... Donc continuer les investissements qui sont consentis aujourd'hui. Oui, qu'on veuille ou pas, qui est contre ces investissements. Seulement qu'il faut travailler à leur qualité et surtout à leur coût. On est un peu pour le peuple béninois. Surtout, il faut que le président prochain soit à cœur l'humain, au cœur de toute activité. Donc mettre le social au cœur de la gouvernance. Je le disais tout tantôt que j'ai un ami, Vigan, qui disait sur sa page Facebook que en 2026, qu'il faudrait que nous puissions mettre le développement du Bénin de côté et pouvoir penser plus au développement des Béninois. Oui. C'est-à-dire, ce qu'il voulait dire, ce n'est pas qu'on arrête de penser au pays, mais travailler plus sur l'humain, sur le Béninois, parce que vous pouvez beau construire les routes. Il faut des individus pour passer là-dessus pour ça pérenne. Justement, je voudrais m'arrêter sur ce point. Est-ce que ce n'est pas une... Pardonnez-moi, ce n'est pas une sorte d'incantation qu'on entend un peu partout? Parce que quand on aménage le cadre de vie, c'est bien au bénéfice de l'humain dont vous parlez. Quand on assainit son espace, donc les routes, les marchés, ainsi de suite, c'est bien à son bénéfice. Donc, je vais vous parler de transfert. Non, on ne va pas donner... Non, je suis d'accord avec le président Talon qui dit... On nous demandera, l'État ne va pas dire, toi prends 10 000, toi prends 5 000. Non, on ne parle pas de ça. Je vous donne des cas, des trucs factuels. Je vous dis, un truc qui est revenu récemment, déloger les gens au bord des voies, par exemple. Qu'est-ce qui coûte ça à l'État? De dire, je voudrais qu'en dans 10 mois, je voudrais vous construire tel nombre de marchés, je ne veux plus voir personne au bord de la voie. On prépare les gens à ça. Mais posez-vous la question aujourd'hui. Les gens qu'on a délogés, les gens qu'on a cassés, qu'on a détruit leurs marchandises en 2017 ou bien 2018, mais ces gens-là, ces bonnes dames-là font quoi aujourd'hui? Elles sont où aujourd'hui? Les enfants, les petits-enfants qu'ils envoyaient à l'école à partir vers ce petit commerce, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Personne ne s'en préoccupe. Personne ne s'en préoccupe. Des milliers de Béninois qu'on a renvoyés de voir sans leur trouver une solution alternative.
L'État étant une continuité, d'autres ont eu l'autorisation de le même État pour s'installer à ces endroits qu'on a délogés. Moi, j'aurais tellement, et c'est pour ça que je vous dis, mettez vos actions, l'humain au cœur de vos actions. Je voudrais vous construire des marchés. Peut-être qu'il en a pris. Il dit, je veux quitter Tokwa, même si je ne suis pas d'accord. Dans Tokwa, chez nous, dans notre tradition, d'abord, on ne déplace pas un marché. Le marché s'installe. Je voudrais que d'ici 2000 Telch, je voudrais construire le marché Telch de Gros à tel endroit. Donc, vous vous préparez à quitter ici. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? C'est en train d'être fait. On aurait dû faire ça en 2017-2018 pour dire population, riverains de Cotonou, de Tchoukoutouna, de telle ville, à partir de telle date, le marché, la vente de tel produit que vous vendez au bord des voies se feront désormais, les ventes là se feront désormais à tel endroit. Vous devez pouvoir déloger. Et si à passer ces élections, on construit ces marchés, on commence à déloger les gens, on allait acclamer l'État. On n'en a rien fait. On a cassé les gens. Le monsieur qui en a cassé s'est retrouvé en prison quelques jours après. Il est où aujourd'hui? On ne sait pas. Il s'en négociait aujourd'hui, en son temps. Donc c'est pour vous dire quoi? Mettez l'humain au cœur. Vous savez, le président Talon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fait souvent des diagnostics vrais, clairs. Mais la solution qu'il porte toujours est la manière qui ne nous agrée pas. Nous sommes en 2017, le président Talon en 2018, il disait que les sous que nous mettons dans les évacuations sanitaires, nous pouvons créer des hôpitaux de référence. Je suis très d'accord avec lui. Et qu'il faut être parent de telles choses pour pouvoir bénéficier. Je suis d'accord. Et donc l'État a engagé la construction d'un hôpital qui, depuis ce temps, n'est pas encore fonctionnel. Mais faudra-t-il, pendant ce temps, laisser les Béninois mourir? Point d'interrogation. Je vous donne un cas pratique qui est pendant, qui tue les Béninois en silence aujourd'hui. L'État a constaté que les subventions qu'on envoie au CNHU dans les hôpitaux pour faire le dialyse, que ce sont des sous sont détournés à d'autres fins. Et donc il faut réformer. Pour cela, on a suspendu des dialyses. Ceux qui souffrent d'insuffisance rénale sont des Béninois. Ils produisent de la richesse. J'ai un ami, journaliste même, Janvier Baguidi aujourd'hui, qui n'est pas un agent de l'État, mais qui est en difficulté aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer à Moussou aussi, j'ai bon mémoire, le président des personnes dialysées aujourd'hui. Seuls les agents de l'État, qui ne représentent à la limite 1% de la population, ont droit aux dialyses aujourd'hui. Et il a dit qu'il a cessé de compter combien de personnes meurent. Aux dialyses ou à la subvention? À la subvention. Oui, parce qu'on veut faire une réforme, il faut laisser des milliers de Béninois mourir chaque temps. Des dizaines de Béninois sont morts de feu à Dassa. Nous avons tous déploré ça. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup qui meurent dans le dénuement total à cause de dialyse. Mais l'État subventionnait ça depuis Kérékou, mais l'État n'est pas tombé en faillite. Mais je voudrais supplier le gouvernement à revenir sur la question de dialyse en attendant que les hôpitaux viennent. Parce que pour les dialyses aujourd'hui, il faut 500 000 francs par mois si vous êtes du privé. Mais on ne décide pas d'avoir des insuffisances rénales. On n'a pas de... Écoutez, l'État est même victime, l'État est même responsable d'insuffisance rénale. Parce que tellement de produits sont laissés aller, sont entrés dans notre pays et que nous consommons et qui nous créent cette difficulté. C'est pour vous dire quoi? Vous oubliez la responsabilité individuelle aussi. Non, l'État doit protéger, de la responsabilité des structures étatiques de protéger les citoyens du produit qui rentre dans le pays, de contrôler la DANA, les structures la font quoi? Pour que nous puissions consommer, que les Béninois puissent verser dans ça. Et depuis le temps de Kérékou, de Yahi, de Soglo, ils ont tout le temps reconduit ça. Et le président Talon l'a reconduit à un moment donné. Mais depuis 2019, je pense, c'est bon mémoire, on a supprimé le dialyse. Seuls les fonctionnaires, 1% des Béninois ont droit aujourd'hui à la subvention de dialyse. Et des centaines meurent à chaque. Faites tout au CNHU, vous allez voir. Qui, Béninois, même fonctionnaire aujourd'hui, qui travaille, qui pourra dépenser 500 000 francs dans sa poche, de son revenu pour subvenir à ça aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'humain, on ne demande qu'un demande que l'humain soit mis au cœur des actions de gouvernance d'un État. Ce n'est pas donner de l'argent directement aux populations, c'est de subventionner quelques services sociaux dont le peuple béninois a besoin. Voilà, peut-être que la réponse que l'État trouve à ces questions, pas que les dialysés, même si c'est assez préoccupant et dramatique, c'est cette question de l'assurance santé universelle. On en est, quand bien même, disons, c'est assez récent. Non, donc, allez vous demander quel est le panier de soins que l'assurance prend en charge. Est-ce que l'assurance, si l'assurance maladie prend en charge les questions de dialyse, je te jure qu'ils seront tous là-bas. L'assurance, je doute très fort que l'assurance ne prend pas en charge ça.
Oui, bon, en même temps... Même toutes les maladies dont on parle, oui, allez regarder le panier. En même temps, vous êtes économiste, vous êtes un homme des chiffres. On peut dire que ça peut évoluer par palier. Le panier de soins ne peut pas tout de suite englober le cancer, toutes les pathologies graves. Vous savez très bien, je suis d'accord, qu'il y a un problème d'équilibre financier, que c'est très délicat cette histoire. Ce que je vous dis est très simple. C'est-à-dire, depuis 91, Soglo, de Kérékou, Yahi, Kérékou 2 ou bien certaines choses ont reconduit le dialyse. Mais le Bénin n'est pas tombé en faillite. Mais il faut punir ceux qui détournent les subventions que de punir des centaines de Béninois, des milliers de Béninois qui meurent chaque jour dans le silence. Et quand vous voyez comment les gens sont morts avant de mourir, excusez-moi l'expression. Non, mais c'est dans le dénuement total. Ça ruine toutes les familles. J'ai un collègue qui me disait qu'il y a un de leurs frères qui était tombé dans ça. Tout le monde a cotisé à un moment donné, personne ne pouvait plus cotiser. Ça veut dire que la population, la famille a décidé, il est voué à la mort. Or, celui-là, il peut être n'importe qui demain. Vous savez, il y a des gens qui étaient malades, mais qui sont devenus présidents de la République. Abraham Lincoln, il était même, quand il était tombé, il ne pouvait plus se lever. Il a gouverné les États-Unis. Donc les Béninois, même malades, même dialysés, peuvent contribuer à la richesse de ce pays aujourd'hui. D'accord, donc remettre l'humain au cœur de la gouvernance en réalité. Donc c'est pour vous dire quoi, nous y travaillons. Nous y travaillons que le prochain président, que nous allons soutenir, parce qu'à notre intérieur, tout de suite, à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore des ambitions à l'intérieur. Et donc, nous allons, ce qui est sûr, que ce soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur du parti, nous allons travailler à ce que celui qui sera président prochainement, en 2026, soit quelqu'un qui puisse il ne doit pas être revanchard pour faire ce qui s'est passé en 2016, supprimer, subventionner, faire ceci, cela de pas. Non, nous voulons plus ça. Il faudra que celui-là puisse continuer à arrêter un certain investissement d'infrastructures de proximité que nous voyons, que nous apprécions peut-être au passage, qui puisse travailler sur d'autres pans, parce que nous avons notre projet social, c'est le mettre le Bénin au travail. Il faut qu'on se mette ensemble pour mettre le Bénin au travail. Et donc, du coup, qu'il puisse travailler à mettre l'humain au cœur de l'action. Qu'ils puissent savoir qu'en réalité, avant tout, c'est l'homme qu'il faut avant de penser à toute autre chose. Et nous y travaillons pour pouvoir le faire. Et que la suscitation de candidatures de gauche et de droite puisse permettre d'avoir ça, moi je suis favorable à ça. Alors, vous êtes favorable à la suscitation des candidatures? Non. Vous attendez qu'on vous suscite? Non, moi je n'ai pas peut-être... C'est pour vous taquiner. Non, suscitez-moi, peut-être je verrai bien. Non, la suscitation des candidatures, je l'ai dit sur plusieurs médias, ça relève de la liberté d'expression. Vous savez, depuis le collège, on nous a appris, vous vous rappelez, même de cours primaires, on dit, je vais être candidat, mais parfois, par peur de ne pas être porté par les siens, on dit, bon François, désire-moi, dis que je vais être candidat. Vous voyez ça? Ça relève d'un certain nombre pour tester si les autres veulent m'accepter. Non, je leur dis, laissez la démocratie libérée. Que quelqu'un suscite la candidature ou ne pas susciter, qu'il suscite, vous avez le devoir de dire, je ne veux pas ou bien je le veux. Mais que les principes, que les lois de la République amènent quelqu'un qui suscite la candidature de quelqu'un à la justice, ou qu'on punisse quelqu'un, ou bien on demande à quelqu'un de démissionner de telle position pour avoir suscité la candidature, je trouve que c'est ne pas laisser la démocratie respirer. Laisser la démocratie respirer, c'est tout ce que nous demandons. Oui, bon, en même temps, on a parlé aussi de préservation de l'harmonie gouvernementale, si c'est de ce cas que vous parlez. Je ne sais pas, préciser le cas pour que je puisse bien en parler. C'est le jeune Homeki que j'apprécie beaucoup. Vous savez, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est un jeune à qui j'ai beaucoup d'admiration. Je l'avoue sincèrement parce que, regardez, en 2014-2015, quand tout le monde avait peur de soutenir un autre candidat que le candidature de la refondation, vous vous rappelez, ce jeune en réalité suscitait la candidature de talent. Il parcourait toutes les communes avec le président Azanaï, à susciter. Qui des jeunes avaient fait ce qu'il avait fait? Donc je pense en réalité que c'est des jeunes de valeur sur lesquels il faut compter. Même si on lui reproche tout pour avoir gardé le silence sur beaucoup, parce qu'ils ont gouverné, les gens se sont retrouvés en prison. Ils ont gouverné, les gens se sont retrouvés en exil. On peut lui reprocher tout, mais reconnaissez lui qu'il a quelque chose qu'il faut chercher. Et si c'est cette liberté d'expression qu'il recherche en quittant le gouvernement, je le félicite au passage. Sincèrement, en toute honnêteté. Je ne dis pas que je suscite, je félicite celui qui, enfin, je ne suis pas pour, mais je ne suis pas pour, je suis pour. Non, c'est pas ça. Mais l'intéresser, là, isolé,
C'est vrai qu'on peut le traiter de manque de discipline de groupe, que ce soit de son parti ou de gouvernement, mais il faut féliciter son courage. Voilà, on a épuisé le temps qui nous est imparti, donc je vais vous laisser, ça passe très vite avec vous, et je vous laisse nous faire sortir de ce débat, conclure. Non, est-ce que c'est vous qui concluez, mais je veux dire au peuple béninois que nous travaillons ardemment, non seulement pour qu'il y ait plus de femmes maires, qu'il y ait plus de femmes députées, qu'il y ait plus de femmes conseillères communales. Nous nous engageons pour ne plus nous laisser dérouter comme ils l'ont fait en 2023 si facilement. Mais nous travaillons surtout pour le peuple béninois de manière à ce que celui qui sera notre candidat en 2026 soit quelqu'un qui ne soit pas un revanchard, qu'il soit quelqu'un qui a à cœur l'investissement de proximité, mais surtout quelqu'un qui met le social au cœur de sa gouvernance. C'est pour ça que nous vous promettons et nous allons y travailler. Nous voulons vous inviter à nous rejoindre pour que nous puissions atteindre cet idéal. Merci Apollinaire Avoyon. Je rappelle que vous êtes président de Nouvelle Force Nationale, fonctionnaire d'État, économiste. Vous avez beaucoup de casquettes. Merci d'avoir joué le jeu, d'essayer de répondre à nos questions. C'est un plaisir chaque fois que vous m'invitez. Voilà. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour le duel de Dimension Politique.